Vous savez ce que personne ne vous dit sur le divorce? Votre ex-femme est sur le point de pénétrer dans un champ de mine psychologique dont elle a passé des années à se convaincre qu'il n'existait pas. Et je ne parle pas d'un fantasme karmique où elle réalise soudainement ce qu'elle a perdu et revient en pleurant. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus brutal. Il s'agit de ce qui se passe lorsque quelqu'un échange la certitude contre l'illusion et regarde cette illusion s'effondrer morceau par morceau. Laissez-moi vous dépeindre un tableau. En ce moment même, des millions d'hommes sont assis dans leurs appartements vides, faisant défiler l'Instagram de leur ex, la regardant poster des citations sur les nouveaux départs et le fait de vivre sa meilleure vie. Et ces hommes se torturent, pensant qu'elle s'épanouit pendant qu'il se noie. Mais voici ce qui se passe réellement derrière ces photos filtrées et ces légendes motivantes. Elle est sur le point d'entrer en collision avec une réalité si dure que son cerveau va littéralement se reconfigurer juste pour faire face à la dissonance cognitive. Voyez-vous, quand une femme quitte un mariage, surtout un qui a duré des années, elle ne vous quitte pas seulement vous. Elle quitte tout un écosystème psychologique dont elle ne soupçonne même pas l'existence. Pensez-y une seconde. Pendant toute la durée de votre relation, vous étiez son point de référence pour tout. Chaque décision, chaque émotion, chaque projet d'avenir vous incluait quelque part dans l'équation. Même lorsqu'elle se plaignait de vous à ses amis, vous étiez toujours le centre de son univers psychologique. Et maintenant, elle flotte dans l'espace sans gravité, essayant de se convaincre que l'apesanteur est la liberté. Mais soyons précis sur ce qui se déroule réellement, car le schéma est si prévisible qu'il en est presque mathématique. La première phase est la lune de miel avec elle-même. Cela dure de 2 semaines à 3 mois. Elle est euphorique de sa propre décision. Chaque matin, elle se réveille et se félicite mentalement d'être si courageuse, si forte, si indépendante. Elle redécore la maison, commence ce cours de yoga dont elle a toujours parlé, télécharge peut-être une application de rencontre juste pour voir ce qui se passe. Ses amis la nourrissent de validation comme si c'était de la cocaïne. Tu es magnifique, tu rayonnes, tu mérites tellement mieux. Et elle y croit. Mon Dieu, comme elle y croit. Pendant cette phase, elle ne vit pas réellement dans la réalité. Elle vit dans une histoire qu'elle se raconte sur la réalité. L'histoire où elle est l'héroïne qui a échappé à la médiocrité, où des possibilités infinies l'attendent au coin de la rue. Son téléphone vibre de notifications et de messages. Des hommes lui accordent une attention qu'elle n'a pas ressentie depuis des années. Elle interprète cela comme la preuve qu'elle a fait le bon choix. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle confond quantité et qualité, attention et intention, et nouveauté et valeur. Puis vient la phase 2, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'éveil, bien que ce soit plus comme un accident de voiture au ralenti. Cela commence par de petites choses. Elle a son premier vrai rendez-vous depuis le divorce. Le type, appelons-le Marc, semble parfait sur le papier. Beau, réussi, il dit toutes les bonnes choses. Ils dînent, peut-être prennent un verre. Tout semble bien se passer. Puis, à la fin de la soirée, il tente sa chance. Et soudain, elle réalise quelque chose qui lui fait l'effet d'une douche froide. Cet homme ne se soucie pas vraiment d'elle. Pas vraiment. Il ne sait pas qu'elle a peur des orages, qu'elle ne peut pas dormir sans vérifier 3 fois que la porte est verrouillée, ou qu'elle pleure devant cette publicité avec les chiens. Pour lui, elle n'est que le divertissement du vendredi soir. Et c'est là que la première fissure apparaît dans son récit. Mais elle continue, car admettre le doute maintenant signifierait admettre qu'elle a peut-être fait une erreur, et c'est psychologiquement insupportable. Alors, elle met les bouchées doubles. Plus de rendez-vous, plus d'applications, plus de soirées entre filles. Sauf que maintenant, quelque chose est différent. L'attention n'est plus aussi enivrante. Les compliments sonnent creux. Elle commence à remarquer des choses. Comment ces hommes parlent de leurs ex-femmes, comment ils interagissent avec les serveurs, à quelle vitesse ils essaient de faire monter la tension physique. Et lentement, sans même s'en rendre compte, elle commence à les comparer à vous, pas consciemment remarqué. Consciemment, elle maintient toujours l'histoire selon laquelle vous étiez le problème.
Mais inconsciemment, son cerveau fait ce que les cerveaux font. Il recherche des schémas. Il compare et contraste. Ce type qui semblait si charmant, un certain Antoine, lui coupe la parole constamment. Celui qui a un super travail, un certain Julien, est émotionnellement indisponible. Le gars amusant et spontané, un certain Lucas, est en fait juste irresponsable et boit trop. Et à chaque comparaison, vous commencez à paraître meilleur avec le recul. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous étiez connu, vous étiez sûr, vous étiez un foyer. C'est alors que la phase 3 commence, la panique. C'est généralement autour du 6e au 8e mois. La nouveauté s'est complètement estompée. Ses amis en ont marre d'entendre parler de ses aventures amoureuses. Ses enfants, si vous en avez, font des crises parce que leur monde a été brisé. Et elle était trop occupée à se trouver pour le remarquer. Elle est épuisée de maintenir cette performance de bonheur, parce que c'est ce que c'est maintenant, une performance. Chaque publication « Je vis ma meilleure vie » demande plus d'efforts. Chaque sourire en public semble plus lourd. C'est une actrice qui a oublié pourquoi elle a accepté le rôle. La panique se manifeste de différentes manières. Certaines femmes passent à la vitesse supérieure, devenant presque maniaques dans leur quête de validation. Plus de rendez-vous, plus d'activités, plus de n'importe quoi pour éviter de rester assise avec ses pensées. D'autres se replient, passant des week-ends entiers au lit, faisant défiler de vieilles photos, essayant de comprendre où tout a mal tourné. Mais elles ont toutes une chose en commun. Elles commencent à réécrire l'histoire. Le mariage qui était si terrible, peut-être qu'il n'était pas si mal. Vous, la personne qu'elle ne supportait plus, peut-être qu'elle a été trop dure. L'avenir dont elle était si sûre, peut-être qu'elle a mal calculé. Et c'est là que ça devient vraiment psychologique. Elle ne peut pas simplement admettre qu'elle a fait une erreur. Cela détruirait tout son sentiment d'identité. Elle a passé des mois, peut-être des années, à construire une identité autour du fait d'être la femme assez courageuse pour partir. Tout son récit social est construit sur cette base. Alors, à la place, elle fait quelque chose de fascinant. Elle crée une nouvelle histoire. Une où peut-être vous avez changé, peut-être vous avez grandi, peut-être que si les choses étaient différentes maintenant, ça pourrait marcher. Cela lui permet d'envisager l'idée d'une réconciliation sans admettre qu'elle avait tort. Pendant ce temps, parlons de ce qui se passe dans le monde des rencontres qu'elle navigue, parce que c'est là que la réalité mord vraiment. Le vivier de rencontres pour une femme divorcée, surtout avec des enfants, n'est pas ce que les comédies romantiques voudraient vous faire croire. Les hommes qui s'intéressent à elle se répartissent en quelques catégories prévisibles. Il y a les séducteurs qui la voient comme une cible facile, quelqu'un de vulnérable et désireux de se sentir désiré. Il y a les hommes mariés cherchant des aventures qui oublient commodement de mentionner leurs épouses jusqu'à plusieurs rendez-vous. Il y a les célibataires perpétuels, qui sont célibataires pour de très bonnes raisons, qu'elle est sur le point de découvrir. Et oui, il y a quelques hommes vraiment bien, mais ils sont soit déjà pris, soit ils ont des options, beaucoup d'options. Et elle est en compétition avec des femmes qui n'ont pas le bagage d'un divorce et d'enfants. Elle commence à réaliser quelque chose de terrifiant. La valeur qu'elle pensait avoir sur le marché des rencontres n'existe pas. Tous ces matchs sur les applications, ce sont des mirages. Il match avec tout le monde. Ses compliments sur sa beauté. Il les copie-colle à des dizaines de femmes. Cette alchimie qu'elle a ressentie, il la ressent avec n'importe qui acceptant de coucher avec lui. La dure réalité économique des rencontres après un divorce la frappe comme un boxeur professionnel. Elle n'est pas spéciale, elle n'est pas unique, elle n'est qu'un profil parmi des milliers. La phase 4 est l'heure des comptes. Cela se produit généralement autour du premier anniversaire du divorce, bien que cela puisse prendre plus de temps pour les femmes particulièrement têtues ou douées pour l'auto-illusion. L'heure des comptes, c'est quand les mécanismes de défense psychologique finissent par céder. Elle ne peut plus maintenir l'histoire. La solitude est écrasante. Pas le genre de solitude où l'on aimerait que quelqu'un soit là, mais le genre existentiel où l'on réalise qu'on a fait exploser toute sa vie pour un fantasme qui n'existe pas.
Elle sera assise dans son appartement un soir, peut-être après un autre rendez-vous décevant, ou un autre week-end où les enfants sont avec vous, et tout lui tombera dessus d'un coup. L'ampleur de ce qu'elle a fait, l'irréversibilité de la chose, le fait qu'elle a échangé une relation imparfaite mais réelle contre une relation parfaite mais imaginaire, et le poids de cette prise de conscience est si lourd que certaines femmes ne peuvent littéralement pas le traiter. Leur cerveau désactive les centres émotionnels juste pour survivre. C'est à ce moment que les textos de fin de soirée commencent. Vous savez, ceux qui arrivent généralement entre 23 heures et 2 heures du matin. Ils commencent de manière décontractée. « Salut, comment ça va ?» Ou « Je pensais justement à cette fois où nous… » Mais ce qu'elle dit vraiment, c'est « Je me noie, et tu es le seul gilet de sauvetage dont je me souvienne. » Parfois, ce sont des textos de colère, vous reprochant des choses qui se sont passées il y a des années, car la colère est plus facile que le regret. Parfois, ce sont des textos tristes, se remémorant les bons moments, testant pour voir s'il y a encore une connexion. Mais ils signifient tous la même chose. L'herbe n'était pas plus verte ailleurs, c'était du gazon artificiel. Mais voici ce qui se passe réellement dans son cerveau pendant tout ce temps. Elle vit une dissonance cognitive à un niveau qui modifie réellement ses voies neuronales. Chaque jour, son cerveau doit réconcilier deux vérités incompatibles. J'ai pris la bonne décision en partant et je suis malheureuse et tout est pire maintenant. Le stress psychologique de maintenir ces croyances contradictoires est littéralement épuisant. Cela affecte son sommeil, son appétit, sa capacité de concentration. Certaines femmes développent des troubles anxieux, d'autres sombrent dans la dépression. Beaucoup développent une sorte d'engourdissement émotionnel où elles ne peuvent plus rien ressentir profondément, parce que ressentir signifierait affronter la vérité. Laissez-moi vous parler du blues du dimanche soir. C'est ce phénomène où les femmes divorcées vivent leur pire moment le dimanche soir. Vous savez pourquoi? Parce que le dimanche soir, la performance se termine, le week-end est fini, les distractions ont disparu, les enfants dorment ou sont chez vous. Demain, c'est lundi, et une autre semaine à faire semblant que tout va bien. Et dans ce moment de calme, généralement entre la préparation pour le coucher et l'endormissement, la vérité s'insinue. Elle est seule, vraiment seule. Pas indépendante, pas libre, pas émancipée, juste seule. Et l'univers a un sens de l'humour cruel à ce sujet, car juste au moment où elle atteint le sommet du regret, vous commencez probablement à guérir. Vous avez traversé vos propres phases, le choc, la colère, la tristesse. Mais les hommes traitent généralement le divorce différemment. Nous intériorisons, nous reconstruisons. Nous nous concentrons sur l'action plutôt que sur l'émotion. Donc, au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, vous avez déjà commencé à devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui a appris du mariage et du divorce. Quelqu'un qui, ironiquement, pourrait être l'homme qu'elle a toujours voulu que vous soyez. Cela crée une chambre de torture psychologique pour elle, car maintenant elle peut voir la version de vous qu'elle a toujours dit vouloir, mais il est trop tard. Vous l'avez atteint sans elle, à cause de sa perte, et le fait de savoir qu'elle a catalysé votre amélioration, mais n'en bénéficiera pas. C'est un enfer particulier qui la tient éveillée la nuit. Parlons de ce qui se passe avec son cercle social pendant tout ce temps. Parce que les amitiés féminines, surtout autour d'un divorce, sont fascinantes d'un point de vue psychologique. Au début, ses amies sont ses supportrices. Elles se sont ralliées à elle, lui ont dit qu'elle méritait mieux, l'ont aidée à créer le récit selon lequel partir était courageux et juste. Mais au fil des mois, la dynamique change. Ses amies mariées commencent à prendre leur distance. Pas consciemment, mais instinctivement. Elle est maintenant une menace, un rappel que les mariages se terminent. Une femme célibataire qui pourrait attirer l'attention de leur mari. Les invitations au dîner de couple cessent d'arriver. Les conversations de groupe continuent sans elle. Ses amies célibataires, celles qu'elle pensait être sa nouvelle tribu, elles sont maintenant des concurrentes. Elles pêchent toutes dans le même étang limité, et l'amitié devient secondaire à la survie. De plus, elle n'est pas vraiment célibataire comme elle. Elle a un bagage, une histoire, des enfants peut-être.
Elle est dans une catégorie différente, et tout le monde le sait, même si personne ne le dit. Ainsi, son monde social, qui était censé s'étendre après le divorce, se contracte en réalité. Elle se retrouve avec moins de vrais amis que jamais. La solitude s'aggrave. Le système de soutien sur lequel elle comptait se révèle conditionnel et de circonstance. Et elle réalise quelque chose de terrifiant. Vous n'étiez pas seulement son mari, vous étiez son meilleur ami, son contact d'urgence, son plus sain par défaut, son refuge. Et elle a tout jeté pourquoi? Pour l'idée que quelque chose de mieux l'attendait. Voici une vérité psychologique dont personne ne parle. Les femmes qui quittent un mariage, surtout un long, développent souvent le syndrome de la relation fantôme. Tout comme les amputés ressentent des membres fantômes, les femmes divorcées ressentent des relations fantômes. Elle se surprendra à se tourner pour vous raconter quelque chose de drôle qui s'est passé, puis se souviendra que vous n'êtes pas là. Elle entendra votre voix dans sa tête commenter les choses tout au long de la journée. Elle se réveillera et pendant une fraction de seconde oubliera que vous êtes parti, puis devra revivre la perte encore et encore. Ce n'est pas nécessairement de l'amour, c'est neurologique. Son cerveau a passé des années à se câbler autour de votre présence. Et ces voies neuronales ne disparaissent pas simplement. L'univers semble conspirer pour lui rappeler ce qu'elle a perdu. Votre chanson passe à la radio. Elle trouve un de vos vieux t-shirts dans le linge. Les enfants disent quelque chose exactement comme vous le feriez. Elle va dans ce restaurant que vous aimiez et réalise que la nourriture n'a pas le même goût sans quelqu'un avec qui la partager. Ce ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des ancres psychologiques qui la ramènent à la réalité qu'elle essaie de fuir. Et puis, il y a le problème mathématique de trouver quelqu'un de nouveau. Soyons honnêtes avec les chiffres. Si elle a 35 ans ou plus, divorcée, éventuellement avec des enfants, cherchant une relation sérieuse avec un homme de qualité qui est également célibataire, émotionnellement disponible, financièrement stable, attiré par elle et prêt à prendre en charge la famille d'un autre homme. La probabilité statistique est brutale. Ajoutez à cela ses propres normes et préférences, qui ne se sont pas ajustées à sa nouvelle réalité du marché, et vous vous retrouvez avec des chances qui feraient passer un ticket de loterie pour un bon investissement. Mais elle ne peut pas l'admettre, ni aux autres, et surtout pas à elle-même. Alors elle crée des mécanismes d'adaptation. Elle baisse ses exigences, tout en se disant qu'elle est plus ouverte d'esprit. Elle accepte un traitement qu'elle n'aurait jamais accepté auparavant en appelant cela « se laisser porter ». Elle tolère le manque de respect et le présente comme « ne pas s'attarder sur les détails ». Chaque compromis érode son estime de soi. Mais l'alternative, admettre qu'elle a fait une erreur catastrophique, est psychologiquement insupportable. Certaines femmes entrent dans la phase de rénovation. Elles deviennent soudainement obsédées par l'amélioration de soi, mais pas du genre sain, du genre désespéré. Nouveaux cheveux, nouveau corps, nouveau style, nouvelle personnalité même. Elles essaient de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait avoir plus de succès dans cette nouvelle réalité. Mais c'est comme réarranger les chaises longues sur le Titanic. Le problème n'est pas son apparence ou son comportement. Le problème est qu'elle a fondamentalement mal calculé ce qui était disponible par rapport à ce qu'elle avait. Les plus tragiques sont celles qui se lancent rapidement dans des relations pansements et essaient de les forcer à devenir sérieuses. Elles rencontrent quelqu'un, n'importe qui montre de l'intérêt et essaient immédiatement de recréer ce qu'elles avaient avec vous. Elles le présentent aux enfants trop vite. Elles poussent à l'engagement avant que la confiance ne soit établie. Elles ignorent les signaux d'alarme parce qu'être avec quelqu'un de problématique est mieux que d'être seul. Ces relations implosent toujours, généralement de manière spectaculaire, la laissant encore plus abîmée qu'avant. Et à travers tout cela, vous êtes le fantôme qui hante tout. Non pas parce que vous faites quoi que ce soit, mais parce que vous êtes la norme, qu'elle l'admette ou non. Chaque homme est comparé à vous. Pas le vous dont elle a divorcé, mais la version idéalisée de vous que son regret a créée. Le vous qui existe dans sa mémoire est meilleur que vous ne l'avez jamais été en réalité. Et personne ne peut rivaliser avec un fantôme qu'elle a perfectionné avec le recul.
Voici ce qui se passe ensuite. Et c'est là que la psychologie devient vraiment sombre. Autour de la 2e année, parfois plus tôt, parfois plus tard, elle fait face à un choix. Elle peut soit admettre la vérité et essayer de se racheter, en tentant peut-être une réconciliation, soit elle peut s'enfoncer dans le mensonge et remodeler toute sa personnalité autour de celui-ci. La plupart choisissent la 2e option, c'est plus facile. Elles deviennent amères, cyniques. Elles rejoignent des groupes en ligne qui renforcent leur choix. Elles deviennent ces femmes qui disent aux autres épouses malheureuses de partir, non pas parce que c'est juste, mais parce que le malheur aime la compagnie et qu'elles ont besoin que d'autres valident leur choix. Celles qui choisissent l'honnêteté font face à un défi différent. Comment approcher quelqu'un que vous avez blessé si profondément? Comment admettre que vous aviez tort quand vous avez construit toute une identité sur le fait d'avoir raison? Comment demander pardon quand vous n'êtes même pas sûr de le mériter? Le poids psychologique de cela est écrasant. Beaucoup de femmes rapportent que la chose la plus difficile qu'elles aient jamais faite n'était pas de partir, c'était d'admettre qu'elles n'auraient pas dû. Mais attendez, il y a une autre couche à ce dénouement psychologique dont la plupart des gens ne parlent jamais. C'est ce qui arrive à son sens de l'identité au niveau cellulaire. Voyez-vous, quand vous êtes marié pendant des années, votre identité n'est plus seulement vous, c'est vous en tant que partie de nous. Chaque décision qu'elle prenait, de quoi cuisiner pour le dîner, à où partir en vacances, était filtrée à travers le prisme d'être une épouse. Ces voies neuronales sont littéralement formées autour de cette identité. Et quand elle part, elle ne vous perd pas seulement vous, elle perd qui elle était avec vous. Et cela crée une crise d'identité que les manuels de psychologie ne couvrent pas adéquatement. Pensez aux petites choses auxquelles elle n'avait jamais eu à penser avant. De quel côté du lit dormir quand tout le lit est vide? Quoi regarder sur Netflix quand il n'y a personne avec qui faire de compromis? Où manger quand chaque restaurant lui rappelle qu'elle mange seule? Celle-ci semble triviale, mais c'est la mort à petit feu pour sa psyché. Chaque petite décision devient un rappel qu'elle navigue dans la vie sans copilote et qu'elle l'a renvoyé. La réalité financière est un autre marteau psychologique qui tombe vers le 9e mois. Le divorce coûte cher, être célibataire coûte cher. Ce double revenu, qui rendait la vie confortable, disparut. Maintenant, elle essaie de maintenir le même style de vie avec la moitié des ressources. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de ce que l'argent représente. La sécurité, la stabilité, la capacité de rêver à l'avenir sans vérifier d'abord le solde bancaire. Elle a échangé un partenariat financier contre une indépendance financière. Mais l'indépendance sans ressources n'est pas la liberté. C'est juste une pauvreté déguisée. Et voici quelque chose à quoi personne ne la prépare, le déficit de contact physique. Je ne parle pas de sexe, je parle des milliers de petits contacts qui se produisent dans un mariage, la main sur le bas du dos en se croisant dans la cuisine, les pieds qui se touchent sous les couvertures, le câlin automatique quand quelqu'un a eu une mauvaise journée. Le toucher est un besoin humain aussi réel que la faim ou la soif. Et soudain, elle peut passer des jours, des semaines sans contact humain significatif. Son corps commence à se rebeller. Les hormones de stress montent en flash. Le sommeil devient insaisissable. Son système immunitaire s'affaiblit. Elle tombe littéralement malade de manque de contact. Mais elle ne peut pas l'admettre, car cela signifierait admettre qu'elle a besoin de ce qu'elle a rejeté. Les applications de rencontres deviennent une forme spéciale de guerre psychologique. Elle est réduite à un ensemble de photos et une biographie en compétition avec des femmes de 10 ans plus jeunes qui n'ont ni vergeture, ni bagage émotionnel, ni horaires de coucher dictés par les emplois du temps scolaire. Les algorithmes sont brutaux, ils la montrent à tout le monde au début. Cette décharge de dopamine des matchs et des messages. Puis, à mesure que l'application apprend qu'elle est sélective, ou peut-être trop âgée, ou peut-être trop compliquée, son profil est enterré. Les matchs se raréfient, les messages deviennent de moindre qualité. Elle réalise qu'elle est devenue invisible sur un marché qui ne valorise que la jeunesse et la disponibilité, deux choses qu'elle n'a plus.
Certaines femmes développent un épuisement de la performance. Elles jouent le bonheur depuis si longtemps qu'elles oublient ce que ressent une émotion authentique. Leurs sourires deviennent réflexes, pas réfléchis. Leur rire sonne creux même pour elles. Elles publient sur le fait de vivre leur meilleure vie tout en pleurant dans leur voiture après avoir déposé les enfants à l'école. Le fossé entre leur personnage public et leur réalité privée devient si grand qu'elles ont l'impression de vivre une double vie. Et maintenir cette double vie est épuisant. C'est comme être un agent infiltré dans sa propre existence. Cela crée la torture psychologique finale, le regret sans rédemption, la conscience sans action. Elle sait ce qu'elle a perdu, elle sait que c'était son choix. Et elle sait que c'est irréversible. Elle doit vivre avec cette connaissance chaque jour. Chaque couple heureux qu'elle voit est un rappel. Chaque film romantique est du sel sur la plaie. Chaque anniversaire de mariage qui passe sans célébration est un monument à son erreur de calcul. Et puis, il y a le moment, il arrive toujours, où elle vous voit heureux. Peut-être une photo sur les réseaux sociaux. Peut-être en vous croisant au supermarché. Peut-être que les enfants mentionnent à quel point ils se sont amusés avec vous et votre nouvelle compagne. Et à ce moment-là, quelque chose se brise en elle qui ne pourra jamais être entièrement réparé. Parce que votre bonheur est la preuve que le problème n'était pas le mariage, c'était sa perception du mariage. Vous êtes capable de bonheur, vous êtes capable d'amour. Vous êtes capable d'être l'homme qu'une autre femme veut, ce qui signifie que vous en avez toujours été capable. Elle ne pouvait tout simplement le voir. Ou pire, elle l'a vu, mais en voulait plus. C'est le coup psychologique final. La prise de conscience qu'elle n'a pas quitté une mauvaise relation. Elle a quitté une relation qu'elle a rendue mauvaise dans son propre esprit. Et maintenant, elle doit vivre avec cette connaissance pour toujours. Regardant depuis la touche pendant que vous construisez la vie qu'elle s'était convaincue être impossible, mais avec quelqu'un d'autre qui appréciait ce qu'elle ne pouvait pas. L'ironie la plus cruelle. Beaucoup de ces femmes finissent par réaliser que les problèmes dans le mariage ne concernaient pas entièrement vous, ni même principalement vous. Ils concernaient son insatisfaction envers elle-même qu'elle projetait sur la relation. L'agitation, le sentiment qu'il manquait quelque chose, le sentiment que la vie devrait être plus excitante, c'étaient des problèmes internes que votre départ n'a pas résolus. En fait, votre départ les a simplement aggravés, car maintenant elle doit y faire face seule, sans la stabilité et le soutien que vous lui apportiez. Alors, que se passe-t-il réellement pour votre femme après le divorce? Elle obtient exactement ce qu'elle a demandé. La liberté, l'indépendance, la chance de recommencer. Et elle découvre que ce qu'elle a demandé et ce qu'elle voulait étaient deux choses complètement différentes. Elle voulait se sentir à nouveau vivante, mais elle se sent morte à l'intérieur. Elle voulait de l'excitation, mais elle a eu le chaos. Elle voulait être désirée, mais elle est devenue jetable. Elle voulait mieux, mais elle a eu différent. Et différent n'est pas toujours mieux. Parfois, différent est juste différent. Et parfois, plus souvent que quiconque ne veut l'admettre, différent est pire. La révélation psychologique ultime qui frappe ces femmes, généralement des années plus tard, est la suivante. Elles ne vous ont pas quitté parce que vous n'étiez pas assez. Elles sont parties parce qu'elles pensaient mériter plus. Mais mériter et obtenir sont deux choses différentes. Le marché se fiche de ce que vous pensez mériter. La réalité ne s'ajuste pas à vos attentes. Et le temps qu'elles le comprennent, la chance de réparer les choses est généralement passée. C'est la vérité sur ce qui arrive à votre femme après le divorce. Pas la version Instagram, pas l'histoire qu'elle raconte à ses amis, pas même l'histoire qu'elle se raconte à elle-même. Mais le véritable et brutal dénouement psychologique qui se produit lorsque quelqu'un échange une réalité imparfaite contre un fantasme parfait et découvre que le fantasme était le plus grand mensonge qu'elle se soit jamais raconté. Et voilà, c'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, vous nous écoutez depuis quel pays ou quelle ville? Et surtout, qu'avez-vous pensé de ce récit? Est-ce qu'il vous a touché ou fait réfléchir?
Où que vous soyez dans le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous souhaite d'être toujours en paix et en sécurité, vous et vos proches. Et si vous aussi, vous avez une histoire incroyable, une anecdote personnelle ou quelque chose que vous aimeriez partager, n'hésitez surtout pas à l'écrire en commentaire. J'ai hâte de vous lire et je suis certain que nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres.